Chunk One. Et moi, nous avions l'habitude de mettre 2 poules et de les plier de cette façon. La star la plus mystérieuse d'Hollywood a emporté son dernier secret dans sa tombe. En 1990, Dirk Bogarde a joué dans ce qui allait devenir son dernier rôle au cinéma. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. L'homme qui avait choqué le public avec des films controversés a soudainement refusé de parler de celui-ci. Il a brûlé ses papiers personnels, détruit ses journaux intimes et s'est tu. Des amis ont dit qu'il avait honte, mais la vérité était plus sombre. Que s'est-il passé pendant ces derniers mois de tournage qui ont poussé l'acteur le plus courageux de Grande-Bretagne à effacer toute trace de sa dernière performance? Dirk Bogarde est né le 28 mars 1921 à Hampstead, à Londres. Son nom complet était Derek Jules Gaspard Ulrich Nan van den Bogge. Le nom lui-même ressemblait à une histoire. Il portait des indices de ses racines néerlandaises, écossaises et anglaises. Le côté paternel le liait à une ascendance flamande et ses prénoms lui donnaient un air de classe européenne. Mais derrière ce grand nom se cachait un garçon qui passerait sa vie à cacher autant qu'il révélait. Dès le début, Dirk savait comment jouer des rôles. Même son nom de scène, Dirk Bogarde, était un masque qu'il a mis après la Seconde Guerre mondiale. Cela l'aidait à paraître plus accessible, mais cela dissimulait une vérité bien plus compliquée. Le père de Dirk, Ulrich van den Bogarde, était un critique d'art respecté et le premier sous-rédacteur en chef artistique du Times. Sa mère, Margaret Nan, avait été actrice et était la fille d'un peintre écossais bien connu. Leur maison du nord de Londres accueillait souvent des artistes, des écrivains et des acteurs. Dirk a grandi entouré de culture et de créativité, mais ce monde lui a appris l'importance de soigner les apparences. Il a appris très tôt que la réputation était primordiale. Son père rêvait que Dirk suive ses traces au Times, mais Dirk était plutôt attiré par la scène. Il aspirait à créer et à s'évader. À l'âge de 18 ans, en 1939, Dirk est monté sur la scène du West End dans Cornelius de J.B. Priestley. Jouant sous le nom de Derek Bogarde, il a montré qu'il avait à la fois du charme et de l'intensité. Même à cette époque, il utilisait le jeu d'acteur comme un moyen de se protéger. Sur scène, il pouvait se cacher derrière un personnage. Cette double vie, publique et privée, était quelque chose qu'il allait maîtriser. Mais au moment où sa carrière commençait, le monde a changé. La guerre a éclaté et le parcours de Dirk en tant qu'acteur a été mis en suspens. Chunk 2. Avant la guerre, Dirk a étudié au Chelsea College of Art. Là, il a appris auprès d'artistes célèbres comme Henry Moore. Il a développé non seulement son sens du détail, mais aussi sa compréhension de la façon de construire une image. Son amour de l'art et de la littérature, en particulier sur la Première Guerre mondiale, a façonné sa vision du monde. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il a dû laisser ses études derrière lui. Mais ce qu'il a appris à Chelsea est resté avec lui, et cela s'est vu dans tout ce qu'il a fait plus tard en tant qu'acteur, écrivain et peintre. En 1940, Dirk a rejoint l'armée britannique. À 22 ans, il est devenu officier dans le Queen's Royal Regiment, West Surrey. En 5 ans, il a gravi les échelons jusqu'au grade de major et a obtenu 7 médailles. Il a travaillé comme officier du renseignement, étudiant des photos aériennes pour aider à planifier des attaques et à guider les troupes alliées. Son travail était sérieux et souvent secret. Il a travaillé avec le 21e groupe d'armée du maréchal Montgomery et l'aviation royale canadienne. Dirk parlait rarement de son service avec fierté. Au lieu de cela, il minimisait son rôle. Mais les faits montrent un jeune homme qui a assumé de grandes responsabilités et les a menées à bien avec soin. L'un des aspects les plus poignants de l'histoire de guerre de Dirk était son affirmation, selon laquelle il avait été témoin de la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen en avril 1945. Il a décrit avoir vu des survivants affamés et des piles de corps. Une jeune fille, son corps brisé par la faim et la maladie, lui a parlé en anglais. Ces souvenirs ont façonné la façon dont les gens le voyaient comme quelqu'un qui avait contemplé le cœur de l'horreur.
Mais plus tard, des biographes ont remis en question cette partie de son histoire. Des preuves suggèrent qu'il a peut-être visité le camp peu après la libération, mais pas comme l'un des premiers à y entrer. Certains pensent qu'il a mélangé ce qu'il a vu avec ce qu'on lui a dit. Que les détails soient exacts ou non, la vérité émotionnelle de ce moment est restée avec lui pour toujours. Le travail de Dirk pendant la guerre allait au-delà de l'étude de photos. Il devait choisir des cibles de bombardement. Ses décisions pouvaient sauver des vies alliées, mais coûter la vie à des innocents. Des villages pouvaient être détruits à cause des marques qu'il faisait sur une carte. Après la guerre, il a été hanté par la culpabilité. Il n'a jamais pu oublier que des enfants et des familles sont morts à cause des choix qu'il avait dû faire. Il a parlé de cauchemar et du fardeau écrasant de la responsabilité. Chunk Troth. Cette culpabilité l'a suivi pendant le reste de sa vie. Un jour, Dirk a visité un village qu'il avait désigné pour être bombardé. Il a cru voir des ballons de football gisant dans les décombres, mais ce n'étaient pas des ballons de football. C'était les crânes d'enfants. Les enfants avaient été rassemblés dans une ruelle étroite pour leur sécurité, mais les bâtiments se sont effondrés sur eux pendant l'attaque. Cette vision a brisé quelque chose à l'intérieur de lui. Il n'a jamais oublié l'horreur de ce qu'il a vu, et cela a hanté ses rêves pendant des années. La guerre a laissé des marques sur Dirk que personne ne pouvait voir. Il appelait cela un tatouage interne. Le choc de ce dont il avait été témoin était gravé en lui pour toujours. Il a parlé de la façon dont un tel traumatisme ne pouvait jamais vraiment s'effacer. Cela a façonné la façon dont il se voyait, dont il se rapportait aux autres et dont il travaillait. Sa douleur s'est manifestée dans ses performances et dans ses écrits. Dirk Bogarde a vécu avec ses cicatrices tous les jours. Le cheminement de Dirk Bogarde vers la célébrité ressemblait à quelque chose sorti d'un film. En 1947, il est apparu dans une pièce de théâtre intitulée Power Without Glory au New Lindsay Theatre. La performance était si puissante qu'elle a attiré l'attention de Noel Coward, l'un des dramaturges et acteurs les plus célèbres de Grande-Bretagne. Coward a été tellement impressionné qu'il a exhorté Bogarde à ne pas quitter le métier d'acteur. Ce conseil a tout changé. Bientôt, un chasseur de talent de l'organisation Rank a entendu le buzz et a offert un contrat à Bogarde. À l'époque, obtenir un contrat de Rank était rare. Cela signifiait que Bogarde était en voie de devenir une star avant même d'apparaître dans un film. Le studio a pris un risque avec lui et cela a porté ses fruits. Bogarde est rapidement devenu l'un des meilleurs acteurs britanniques. Son nom a également changé. Né Dereknan Vanden Bogurta, son nom d'origine semblait trop long et étranger pour le public britannique. Son agent a suggéré Dirk Bogarde. Le nom avait un côté tranchant et mystérieux qui convenait à l'image qu'il voulait. Ce n'était pas qu'un petit changement, c'était le début d'une nouvelle identité. Chunk 4. Dirk Bogarde est devenu célèbre dans tout le Royaume-Uni. En moins de 10 ans, son nom était sur les affiches partout. Le choix du nom a contribué à façonner la façon dont les gens le voyaient. Sophistiqué, intense et intriguant. Son grand rôle au cinéma est arrivé en 1950. Il a joué Tom Riley, un tueur de flics au sang-froid, dans The Blue Lamp. Cela a choqué le public. La Grande-Bretagne d'après-guerre accordait de l'importance à la loi et à l'ordre, et voir un personnage comme Riley était troublant. La performance de Bogarde semblait réelle et effrayante. Le film a remporté le prix BAFTA du meilleur film britannique en 1951. Il a également distingué Bogarde en tant qu'acteur prêt à jouer des méchants et des personnages profondément troublés. Son succès dans The Blue Lamp a ouvert de nouvelles portes et a préparé le terrain pour des rôles plus difficiles. En 1955, Bogarde était un roi du box-office. Son rôle de Dr. Simon Sparrow dans Doctor in the House 1954 a fait de lui un nom connu de tous. Ce film a attiré 17 millions d'entrées dès sa première année. Il est devenu la plus grande star du box-office britannique en 1955 et 1957. Les gens l'adoraient en tant que héros propre sur lui et charmant.
Mais même pendant cette période, Bogart se sentait piégé. Il voulait plus que les rôles sûrs et prévisibles qui venaient avec la célébrité. Cette soif de rôle plus complexe grandissait déjà à l'intérieur de lui. Son succès s'est accompagné d'un contrat important. Bogart a signé un contrat de 14 ans avec l'organisation Rank. Au début, il gagnait 30 $ par semaine. Ce chiffre a augmenté au fur et à mesure que ses films devenaient des succès. Le contrat lui donnait une sécurité financière, mais il le liait également à des rôles qu'il ne voulait plus. Même au moment de signer le contrat, Bogart réfléchissait à la façon de se libérer. Il ne voulait pas être juste une idole du matin. Il rêvait de faire un travail qui ait une signification plus profonde. En 1961, il a fait un geste audacieux. Chunk 5. Au sommet de sa gloire, Bogart a quitté Rank. Il avait joué dans plus de 30 films et était en tête du box-office, mais il en avait assez. S'éloigner d'un tel succès était risqué. Il pouvait tout perdre, l'argent, les fans, la stabilité de sa carrière. Mais Bogart a choisi l'art plutôt que la sécurité. Son premier projet après son départ était Victime, 1961, où il jouait un avocat homosexuel refoulé. Le rôle était controversé, mais il a montré le courage de Bogart. Il était prêt à prendre des risques pour des histoires significatives. 2 ans plus tard, il a franchi une autre étape audacieuse. Dans The Servant, 1963, Bogart a joué Barrett, un valet manipulateur. Le rôle était sombre, tordu et à l'opposé des héros charmants qu'il avait l'habitude de jouer. Bogart a choisi ce rôle exprès. Il voulait détruire l'image propre qu'il avait rendue célèbre. The Servant a choqué les spectateurs. Il a montré jusqu'où Bogart était prêt à aller pour se remettre en question et remettre en question son public. Le pari a fonctionné. Sa performance lui a valu son premier prix BAFTA du meilleur acteur en 1964. Il a donné vie à Barrett avec une menace subtile. L'aspect noir et blanc du film et son atmosphère tendue ont ajouté au malaise. Bogart a trouvé un partenaire créatif parfait en le réalisateur Joseph Losey. Losey avait été mis sur liste noire à Hollywood, mais a trouvé une nouvelle liberté en Grande-Bretagne. Ensemble, ils ont réalisé des films audacieux qui exploraient la classe, le pouvoir et la sexualité d'une manière qui a choqué le public. Leur travail comprend The Servant, King and Country, 1964, et Accident, 1967. Ces films ont poussé le cinéma britannique vers un territoire plus sombre et plus adulte. Le partenariat de Bogart et Lowe a laissé une marque durable sur l'histoire du cinéma. Bogart a parlé ouvertement de ses choix. Il a dit qu'il en avait assez de jouer toujours les mêmes types de rôles. Il a risqué sa réputation et ses revenus pour prouver qu'il pouvait faire plus. Sa carrière est devenue une histoire de courage et de réinvention. Dirk Bogarde a pris des risques que peu d'acteurs de son époque ont osé affronter. Chunk 6. En 1961, il a joué dans Victime, un film qui a ébranlé le cinéma britannique. C'était le premier film en langue anglaise à utiliser le mot Barrett. Si j'ai de nouveau de vos nouvelles, je devrais en informer la police. Homosexuel à l'écran. Bogart a joué Melville Farr, un avocat respecté dont le monde s'effondre lorsqu'il est victime de chantage à cause de sa sexualité. À cette époque, l'homosexualité était illégale au Royaume-Uni. Prendre ce rôle était dangereux pour Bogart, à la fois pour sa carrière et sa sécurité. Le film a contribué à changer l'histoire. Il a influencé l'opinion publique et a joué un rôle dans l'adoption de la loi de 1967 qui dépénalisait l'homosexualité. Bogart a qualifié Victime de son œuvre la plus fière. Il a même réécrit une scène clé où son personnage avoue son secret à sa femme. À la sortie du film, certains cinémas ont refusé de le projeter. Eh bien, le cinéma est bien plus excitant parce que, comme je l'ai déjà dit, vous en faites techniquement quelque chose ensemble. Les critiques étaient partagées. Certains ont salué son courage, d'autres l'ont attaqué, mais l'héritage de Victime reste fort. Il a montré le coût de la répression et le courage nécessaire pour faire face à l'injustice. Puis, en 1974, Bogart a de nouveau choqué le public dans The Night Porter.
Il a joué Max, un ancien officier SS nazi. L'histoire suivait Max et Lucia, une survivante d'un camp de concentration. Ils retombent dans une relation tordue et obsessionnelle des années après la guerre. Le film se déroulait à Vienne en 1957 et était rempli d'images et de thèmes dérangeants. Des critiques comme Roger Ebert et Pauline Kael l'ont condamné comme étant de la pornographie méprisable et romantique. Pendant le tournage, Bogart est apparu une fois en uniforme SS complet en public. La foule a acclamé et a chanté un hymne nazi. Bogart était horrifié. Il a dit plus tard qu'il se sentait physiquement malade. L'exploration sombre du film sur le traumatisme, le pouvoir et le désir a suscité un débat sans fin. Certains l'ont qualifié d'art. D'autres l'ont considéré comme offensant. Encore aujourd'hui, The Night Porter suscite de vives discussions sur les limites du cinéma. 3 ans plus tôt, en 1971, Bogart avait déjà fait sensation avec Mort à Venise. Georg 7. Il a joué Gustav von Aschenbach, un compositeur qui devient obsédé par un adolescent pendant ses vacances à Venise. Le film, basé sur la nouvelle de Thomas Mann, était presque silencieux. Bogart a utilisé des regards et des gestes pour montrer la lutte intérieure du personnage. L'attention de la caméra sur le garçon, joué par Björn Andréan, âgé de 14 ans, a mis certains critiques mal à l'aise. Le réalisateur, Luchino Visconti, était connu pour repousser les limites. Le film a été présenté en première à Londres le 1er mars 1975. Il a remporté les prix BAFTA de la meilleure cinématographie et de la meilleure conception de la production. Au fil du temps, il est devenu l'un des films d'art et d'essai et LGBT les plus respectés jamais réalisés. La performance audacieuse de Bogart a prouvé qu'il était prêt à explorer les recoins les plus sombres du désir humain. Avant Mort à Venise, Bogart avait déjà embrassé la controverse dans Les Damnés, 1969. Il a joué Friedrich Bruckmann, un membre d'une riche famille allemande corrompue par la montée du nazisme. Le film a exposé la trahison, le viol, l'inceste et l'effondrement moral. Il était si explicite qu'il a obtenu une cote X aux États-Unis. Ce n'est qu'après avoir coupé 12 minutes qu'il a été rétrogradé à une cote R. L'histoire reflétait la vraie famille Krupp et montrait comment le pouvoir détruit. Le choix de Bogart de prendre ce rôle l'a distingué. De nombreux acteurs britanniques ont évité de tels films européens sombres. Mais Bogart semblait attiré par les rôles qui forçaient peu le public à faire face à des vérités inconfortables. Tout au long de sa carrière, les rôles de Bogart ont souvent reflété ses propres luttes cachées. Il a vécu tranquillement avec son partenaire, Anthony Forwood, pendant des décennies, mais il n'en a jamais parlé publiquement, craignant les dommages que cela pourrait causer. Au lieu de cela, il a utilisé ses personnages pour explorer des désirs secrets et des vérités non dites. Dans The Singer, Not the Song, 1960, son personnage de bandit a partagé des scènes tendues avec un prêtre, laissant entrevoir quelque chose de plus profond. Bogart a fait des choix de costumes audacieux, comme des pantalons de cuir moulants et des gants noirs pour montrer l'énergie sexuelle du personnage. Des films comme Victim, The Servant et Mort à Venise lui ont permis d'apporter des morceaux de sa douleur personnelle et de son désir à l'écran. Dirk Boy Bogart a rencontré Anthony Forwood en 1939. Cela semblait ordinaire au début. Forwood faisait déjà partie du monde du théâtre. Bogart ne faisait que commencer. Forwood est devenu le chauffeur de Bogart. Mais ce travail s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Chunk, 8. Ils ont commencé une relation secrète qui a duré 50 ans. Forwood est devenu son manager, son ami le plus proche et la personne en qui il avait le plus confiance. En public, Bogart l'a toujours appelé Forwood. Personne en dehors de leur cercle n'a jamais vraiment compris à quel point ils étaient proches. Le monde n'a jamais vu ce qu'ils partageaient parce qu'à cette époque, être gay pouvait mettre fin à une carrière ou pire. Leur amour a survécu aux lois, au jugement public et à la pression de la célébrité.
Lorsque Forwood est décédé en 1958, des amis ont dit que la perte de Bogart était au-delà des mots. Au début des années 1970, ils ont quitté l'Angleterre et ont déménagé dans le sud de la France. Ils ont trouvé une ferme du 15e siècle près de Grasse. Elle s'appelait Lupion. Ensemble, ils l'ont restaurée, la transformant en un refuge paisible, entouré de champs de lavande et d'oliviers. Ils y ont vécu pendant près de 20 ans. Même des amis célèbres comme Ingrid Bergman leur ont rendu visite. Mais la paix n'a pas duré éternellement. Forwood s'est tombé malade à la fin des années 1980. Il avait un cancer du foie et la maladie de Parkinson. Bogart a vendu leur maison et est retourné avec lui à Londres afin qu'il puisse prendre soin de lui. Cette ferme leur avait donné la liberté et la joie, mais elle leur rappelait aussi à quel point ils devaient, se cacher d'un Sahara du monde. Forwood a fait bien plus que gérer la carrière de Bogart. Il l'a façonné. Il a choisi les bons scénarios, géré l'argent et planifié chaque mouvement. Plus que cela, il a gardé Bogart les pieds sur terre. La vie de Bogart avait été pleine de défis et de moments d'agitation. Forwood lui a donné la stabilité dont il avait besoin. Les gens qui leur rendaient visite remarquaient toujours à quel point ils travaillaient parfaitement ensemble. Le soutien de Forwood a donné à Bogart le courage d'assumer des rôles risqués, même des films avec des thèmes gays, sachant qu'il avait toujours un endroit sûr où retourner. Lorsque Forwood est tombé malade, Bogart est resté à ses côtés, montrant la profondeur de leur lien une dernière fois. En 1970, le nom de Bogart est apparu sur une liste secrète du KGB. Il était l'un des 6 hommes britanniques dont le KGB avait eu connaissance grâce à un homme qu'ils avaient fait chanter lors d'un voyage à Moscou à la fin des années 1950. C'était quelques années seulement après que l'homosexualité soit devenue légale en Angleterre en 1967. Chunk 9. Mais même à cette époque, la peur du chantage était encore forte. Le KGB considérait ce genre de secret comme une occasion de faire pression sur quelqu'un pour qu'il espionne. Bogart était célèbre avec des films comme Victim et Mort à Venise à son actif. Cela a fait de lui une cible dans les jeux d'ombre de la guerre froide. L'homme qui a donné la liste y avait été contraint par les Soviétiques. Tout cela a montré à quel point il était dangereux d'avoir un secret à cette époque de tension. Le MI5 a pris le risque au sérieux. Ils ont averti Bogart que le KGB pourrait essayer de lui tendre un piège. L'idée était simple. Un piège à homosexuels pourrait ruiner la vie de quelqu'un et le forcer à espionner. Bogart a été ébranlé en entendant cela. Il était en colère et effrayé. Il avait travaillé si dur pour garder sa vie privée cachée et maintenant il avait l'impression qu'elle pouvait être utilisée contre lui à tout moment. Le MI5 avait vu d'autres vies ruinées de cette façon. Il ne voulait pas que cela arrive à Bogart. L'avertissement a montré à quel point la célébrité pouvait être fragile et comment les hommes gays sous les feux de la rampe étaient sans scène, confrontés aux dangers de toutes parts. En 1971, un officier du MI5 a rencontré Bogart au consulat britannique à Nice, en France. L'officier s'appelait F.M. Marfield. Ce n'était pas juste une conversation amicale, c'était une réunion sérieuse. Il voulait savoir si Bogart pouvait résister à un piège du KGB. Les dossiers indiquaient que Bogart était sérieux et prudent. Il a insisté sur le fait qu'il pouvait se débrouiller seul et ne tomberait pas dans le panneau. L'officier a convenu que Bogart semblait peu susceptible de se faire prendre dans un tel complot. Néanmoins, ils l'ont averti de ne pas se rendre. En Union soviétique, au cas où. Tout l'événement a montré à quel point les personnalités publiques comme Bogart étaient surveillées de près pendant la guerre froide, en particulier les hommes gays. Un transfuge du KGB connu sous le nom de Kagio a ajouté une autre tournure. Ko a dit que les Soviétiques avaient essayé de recruter un jeune acteur britannique lors d'une visite à Moscou en 1958 ou 1959. Il ne se souvenait pas du nom de l'acteur, mais il a mentionné un titre de film comme Le Royaume de quelque chose. Le MI5 a pensé à Campbell's Kingdom,
un film de 1957 avec Bogart dans le rôle principal. Chunk, 10. Même s'il n'y avait aucune preuve que Bogart était allé en Russie, ce petit indice a suffi à déclencher la sonnette d'alarme. Cela a montré comment un simple détail, aussi ténu soit-il, pouvait mettre quelqu'un en danger dans ce monde d'espions. Bogart lui-même avait peur de ce qui pourrait arriver s'il allait un jour en Russie. Il a dit au MI5 qu'il craignait de trop boire lors d'une fête soviétique et de faire quelque chose d'innocent, comme mettre son bras autour d'un autre homme. Cela pourrait suffire à le piéger. Les Soviétiques étaient connus pour utiliser de telles ruses. Les craintes de Bogart étaient réelles. Elles ont montré le stress constant sous lequel il vivait, sachant que même de petites erreurs pouvaient détruire sa vie. Pendant ces années de guerre froide, les risques étaient partout, et Bogart devait garder son secret à tout moment. Dirk Bogart n'a pas seulement joué dans des films, il a raconté son histoire avec ses propres mots. Cela a commencé en 1977 avec son premier mémoire, Un postillon frappé par la foudre. Ce livre est devenu un best-seller, tout comme les 6 suivants. Pendant plus de 20 ans, les lecteurs ont suivi sa vie, de son enfance édouardienne à sa célébrité en tant que star du cinéma européen. Son style d'écriture était élégant. Ses histoires étaient peut-être pleines de détails vivants. Mais ce qui rendait ses livres si captivants, c'était ce qu'il choisissait de cacher. En 1986, juste avant une grande interview télévisée, Bogart a brûlé ses journaux de guerre et ses lettres personnelles. Il a admis que c'était l'action d'un homme qui cachait quelque chose. Les livres illuminaient son passé, mais gardaient aussi de nombreux secrets dans l'ombre. Des titres comme Serpent et Échelle, 1978. Un homme ordonné, 1983. Backcloth, 1986. Une courte promenade depuis Hérode, 1993. Autorisé au décollage, 1995, et pour le moment, 1998, sont devenus des événements littéraires. Ils ont laissé aux lecteurs autant de questions que de réponses. Bogart ne s'est pas arrêté aux mémoires. Il a écrit 6 romans entre 1980 et 1997. Son premier, Une douce occupation, 1980, a donné le ton. Puis sont venus Des voix dans le jardin, 1981. Chunk, 11. Ouest du coucher de soleil, 1984. Jéricho, 1992. Une période d'ajustement, 1994. Et Serrer les rangs, 1997. Sa fiction mêlait vérité et invention. Il a exploré la guerre, la mémoire et l'identité. Les critiques ont salué sa perspicacité psychologique et son style audacieux. En même temps, Bogart a écrit des essais et des critiques pour des journaux comme le Daily Telegraph. Son esprit vif s'est manifesté dans, pour le moment, 1998, où il a rassemblé ses articles. L'écriture lui a donné un pouvoir qu'il n'a jamais eu à l'écran. Cette fois, il a façonné sa propre image. Tout le monde ne croyait pas ses paroles. Certains ont affirmé que Bogart avait inventé des parties de son histoire de vie. La plus grande tempête a tourbillonné autour de son récit de la vision de la libération de Bergen-Belsen pendant la Seconde Guerre mondiale. Son biographe et d'autres chercheurs en ont douté. Ils pensaient que la mémoire de Bogart mélangeait des bobines d'actualité et d'autres histoires dans la sienne. L'idée du syndrome de la fausse mémoire a été soulevée. Les accusations l'ont profondément blessé, mais il est resté ferme. « Je ne suis pas un menteur. Je n'ai jamais trompé un public de ma vie », a-t-il dit. Le débat n'a fait qu'attirer davantage l'attention sur ses livres. Chacun est devenu non seulement une histoire, mais aussi un puzzle à résoudre pour les lecteurs. Pour Bogart, l'écriture était plus qu'un changement de carrière. C'était une façon d'affronter les cicatrices intérieures. Son service de guerre, en tant qu'officier du renseignement, a laissé un traumatisme profond. Il a écrit avoir vu des camps de concentration. Il a écrit sur le tribut que cela avait exigé de lui. Pendant des années, il n'a même pas pu en parler. L'écrire l'a aidé à faire face. Sa fiction, elle a aussi, résonnait de perte, d'exil et de la lutte pour un sens après la catastrophe.
Sous les phrases polies se cachait une vraie douleur. Les lecteurs l'ont ressenti. Chunk, 12. Ces mots avaient une force de confession qui touche encore les gens. Ce qui rendait l'écriture de Bogart si puissante, c'était le mystère qu'il maintenait en vie. Même lorsqu'il semblait ouvrir son cœur, il retenait quelque chose. Il a dit un jour, « Si vous avez votre esprit avec vous, vous saurez qui je suis. » Mais ses mémoires n'offraient que des indices. Il laissait entrevoir des secrets sans les révéler. Il n'a jamais écrit ouvertement sur son lien de toute une vie avec Anthony Forwood. Il a brûlé des lettres. Il a contrôlé chaque mot de son image publique. Dirk Bogarde a passé ses dernières années à faire face à un chagrin et à une perte que peu pouvaient imaginer. Pendant près de 50 ans, lui et Anthony Forwood avaient partagé leur vie. Mais à la fin, Forwood a été frappé à la fois par un cancer du foie et par la maladie de Parkinson. Les maladies l'ont laissé paralysé et incapable de parler. Bogart, déjà en mauvais homme, mauvaise santé et grand fumeur, s'est occupé de lui du mieux qu'il a pu. Le déclin a été lent et douloureux. Bogart a dit plus tard, « Maintenant, je dois essayer de recommencer à vivre et seul. » Forwood est décédé le 18 mai 1998 à l'âge de 72 ans. Son corps a été incinéré. Le chagrin et l'horreur d'avoir vu son partenaire souffrir ont changé Bogart à jamais. Il est devenu un fervent partisan de l'euthanasie volontaire. Il est revenu de France à Londres et a écrit sur cette période avec une honnêteté brute. Le glamour de sa carrière cinématographique avait disparu, remplacé par les couloirs d'hôpital et le poids infini de la maladie. 2 ans plus tard, Bogart a repris son dernier rôle au cinéma dans Daddy Nostalgie. Certaines personnes ont dit qu'il en avait honte, mais ce n'était pas vrai. Il aimait le rôle. Il l'a appelé un chant du cygne parfait. Dans le film, il a joué Tony, un Anglais retraité sur la Côte d'Azur, qui était confronté à la fin de sa vie. C'était profondément personnel pour Bogart et pour le réalisateur Bertrand Tavernier, dont le père est décédé pendant la production. Bogart a travaillé aux côtés de Jane Birkin et a fait la promotion du film avec fierté. Il a parlé ouvertement de ses thèmes du regret et de la réconciliation. Le public et les critiques ont salué sa performance subtile et émotionnelle. Le film est devenu une fin appropriée à une carrière où il n'a jamais hésité devant les vérités difficiles. Chunk, 13. En septembre 1996, la santé de Bogart a pris une tournure terrible. Après une chirurgie cardiaque pour dégager ses artères, il a subi un accident vasculaire cérébral massif. Cela a paralysé un côté de son corps et endommagé sa parole. Il ne pouvait plus jouer la comédie. Sa carrière de plus de 60 films était terminée en un instant. Mais Bogart n'a pas abandonné. Il s'était concentré sur l'écriture. Il a terminé la dernière partie de son autobiographie et a publié son recueil de journalisme. Il a écrit sur la lutte pour vivre avec un handicap. Il s'est également prononcé plus fermement en faveur du droit de mourir dans la dignité. Il a fait un testament de vie pour refuser les mesures extrêmes de sauvetage si sa maladie devenait terminale. En mai 1998, il avait besoin de soins 24 heures sur 24, mais son esprit est resté vif et il a continué à écrire, réfléchissant à la vie qu'il avait menée. Bogart est décédé d'une crise cardiaque le 8 mai 1999, à l'âge de 68 ans. C'est arrivé à son domicile à Chelsea, à Londres, juste un jour après la visite de Lauren Bacall. Sa mort a été profondément ressentie par les fans et les collègues. Il avait joué dans 63 films et écrit 7 livres à succès. Mais Bogart a gardé sa vie privée jusqu'à la fin. Avant de mourir, il a brûlé la plupart de ses papiers personnels et de ses journaux de guerre dans sa maison en France. Il n'a laissé aucune instruction funéraire et n'a demandé aucun mémorial. Il voulait que son décès soit silencieux. La presse l'a qualifié de héros masculin de la Grande-Bretagne pendant 20 ans. Mais de nombreuses parties de son monde intérieur sont encore cachées, comme il le souhaitait.